Bonjour. S'il y a des choses qui doivent m'être adressées, faites-le dans le chat pendant que je parle. Je vais me lancer un peu à l'aveugle en présumant que vous êtes tous extrêmement intéressés et que mon matériel est extrêmement intéressant. C'est une approche de synthèse que j'ai voulu prendre pour d'abord mettre les acteurs et les actions de mobilité collective dans une perspective légale, mais aussi historique, et de conclure par des pistes pour nous permettre de rendre la mobilité collective, sous toutes ses formes, plus intégrée à la notion de développement durable. Alors, je me suis amusé. Vector 5 est une société que beaucoup d'entre vous connaissez. Ça a été créé il y a 11 ans. Je promène encore le logo parce que j'en suis le président fondateur, mais je ne suis plus un acteur. Je suis que conseiller auprès de l'équipe actuelle. C'est maintenant une équipe qui est indépendante de moi, qui avance ces travaux de consultation-là. Alors, comment partir une démarche comme celle-là en connaissant bien la mobilité collective sur vos territoires? Alors, j'ai choisi d'avoir un départ neutre. Ce sont des entrevues qui ont été réalisées par des finissants en ATDR de l'Université Laval en avril 22 sur la côte de Beaupré, dans une description de la mobilité sur ce territoire-là. Et je trouvais que ça nous introduisait bien d'avoir... ça a beau être gratuit, si le transport ne va pas où tu as besoin d'aller parce que tes besoins ne sont pas d'aller étudier ou travailler à Québec, ben t'es faite. Donc, Hélène est la représentante d'un OBNL sur la côte de Beaupré et ses clientèles ne sont pas surtout en direction de Québec, mais surtout à l'intérieur du territoire. Et bien, ça va, c'est impossible pour elles d'utiliser les services qui sont développés pour l'ensemble, en fait, pour un groupe identifié majoritairement dans la population. On pourrait avoir cette même expression-là dans un grand nombre de lieux chez vous. C'est encore impossible de faire du nord au sud dans Vaudreuil-Soulanges. C'est encore impossible de transférer d'un service sur un territoire à un autre service sur un territoire voisin avec des connexions simplifiées, avec des tarifs intégrés. Donc, on a développé beaucoup de services. Là, je ne parle pas de la région urbanisée, je parle de la périphérie. On a développé beaucoup de services de nature différente. On n'est pas encore à l'étape où on réussit à les intégrer de manière au niveau du tarif, mais même pas intégrés au niveau de la complémentarité de l'offre. C'est encore moins possible de faire un aller-retour même jour en utilisant deux services successifs. C'est impossible d'aller en contresens de la pointe matin en direction des territoires périphériques ou l'inverse le soir. Donc, il y a plein de lacunes sur la proposition qui est faite aux citoyens en mobilité collective. Vous verrez dans les prochaines diapos pourquoi on est comme ça. Quand on parle de transport collectif dans votre région, puis généralement, on parle de deux affaires. Il y a une première proposition de mobilité collective qui est ce qu'on appelle le transport en commun. Je l'ai appelé la Formule 1 du transport collectif. Là où la densité le permet, des services réguliers, multidirectionnels, adaptés au territoire, à grande capacité, sur des quadrillages avec de nombreux allers-retours, offerts à la population en général, sur des horaires et des parcours qui sont nombreux et multiples, ben c'est les modèles de production qu'on a sur le territoire de nos sociétés de transport, plus largement dans la grande région de Montréal, dans la région de Québec, Lévis, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay, Gatineau. C'est ce qu'on appelle le transport en commun et on ne gère pas l'offre de services pour correspondre à des besoins particuliers, à des besoins spécifiques, mais on a une offre de services qui est générique et c'est aux citoyens de l'utiliser au meilleur de leur capacité ou au meilleur de leur intérêt à eux. Donc, souvent, dans ces contextes-là, lorsqu'une offre existe, elle influence, elle détermine l'aménagement, elle détermine la vie des familles. Les gens vont s'installer en bordure ou près des terminus. On le vit dans la périphérie où le REM, ou EXO, pas le REM, mais EXO, le RTM, a ses terminaisons. On voit des centres qui se développent autour d'une telle offre et les parcours, les bordures de parcours, les installations riveraines qu'on appelle en aménagement du territoire, ben, elles se développent parce qu'il y a du transport collectif. L'usage est mixte et combiné, puis la demande et l'offre s'ajustent mutuellement, l'un faisant augmenter l'autre dans un cycle continu de développement. C'est un fantasme qu'on peut avoir à la grandeur des territoires, mais c'est surtout en territoire urbanisé.
Certains me diront, oui, mais il y a des centaines de millions de dollars d'investis là-dedans, tout à fait. Dans des densités ou dans des centres où il y a une réelle densité, le transport en commun est une nécessité et effectivement, il y a des contributions financières importantes. Il y a même des lois qui sont spécifiques par rapport à ça. Donc, il y a une loi sur les sociétés de transport, il y a une loi sur le réseau de transport métropolitain, il y a une loi sur l'ARTM, il y a une loi qui réunit les 9 sociétés de transport entre elles sur des programmes cadres. Et là, on est vraiment dans des modèles où l'offre, elle ne tient pas compte des besoins individuels, elle est générique, les individus s'ajustent. Mais il y a une formule un peu plus souple, moins Formule 1, je l'ai appelée la formule IndyCar. Alors, c'est là où l'offre n'est pas globale, mais où elle est spécifique, où elle est orientée sur des besoins. La demande, elle peut être considérée comme générique, mais comme un besoin documenté presque cas, par type de besoin, par clientèle, par période du jour de la semaine, par combinaison origine-destination. Et lorsqu'on réussit à mettre de tels services pour des travailleurs sur des besoins pendulaires dans telle région, sur des clientèles ayant des besoins d'accès à des services, des hôpitaux, l'éducation, des collèges, des centralités, des lieux de magasinage, là, on finit par développer des services un à un. Et on tente, à partir du moment où il y a un portefeuille d'offres, on tente de les mutualiser pour tirer avantage de l'existant. Dans la périphérie qu'est la Montérégie, il y a beaucoup de lieux où des services sont encore produits exclusivement pour un besoin spécifique sur un territoire restreint qui n'est pas accueillant ou qui ne fait pas d'offres à d'autres besoins. Et il y a des lieux, particulièrement quand on sort d'une zone qui est strictement une agglomération ou une MRC, il y a des lieux où commence à se faire de l'agglomération d'offres pour permettre que les citoyens n'ayant historiquement pas accès aux services puissent tout à coup y voir une opportunité et deviennent des clients et deviennent des guillemets statistiques d'achalandage de plus en plus satisfaisantes pour les budgets qu'on y met. Un rappel des origines, puisque j'ai l'âge de cette histoire-là, moi, il faut juste se rappeler qu'il y a 40 ans, on était dans des dessertes pendulaires orientées sur une centralité forte, produites par des entreprises privées. Alors là, ici, il y a le groupe Vien, le groupe Ménard, le groupe Auger, la gang Brissette, la gang Brandon dans le Nord, la famille Bourgeois à Drummondville, la famille Galland à Saint-Hyacinthe. Et là, on avait des centres de transport en commun, des pôles urbains denses dans lesquels il y avait des permis de transport en commun opérés par des entreprises privées, permis de la Commission des transports du Québec. Au niveau du transport en commun urbain, c'est ancien, ce n'est plus contemporain, des permis de transport en commun urbain. Mais il y avait donc des pôles qui étaient desservis par des entreprises et ces entreprises-là avaient développé des services pendulaires sur la centralité et des services interurbains. Donc, il existe encore des services interurbains. Sur votre territoire, Transdev le traverse. Il y a encore un service de Drummondville à Montréal. Il y a encore Keolis-Orléans qui en donne un certain. Donc, cette histoire-là a à peu près pris fin à la fin du 20e siècle, là, dans les années 1990, parce qu'il a fallu installer ce que j'ai appelé les 2 innovations du 20e siècle. Le transport des personnes handicapées sous la responsabilité des municipalités, c'était la première fois que l'on voyait apparaître une responsabilité municipale dans la loi sur les transports pour produire des déplacements pour des personnes handicapées. Donc, c'était un nouveau mode incitatif avec un financement strict dédié et on a vu émerger, ça a pris 15 ans, 20 ans, on a vu émerger, une prise en charge plus responsable de la part des élus, mais ça s'est couplé avec un autre développement qui est le transport pendulaire autour de Montréal, les conseils intermunicipaux en transport, sous l'autorité de municipalités, ont par étapes exproprié ou acquis ou concurrencer ou remplacer les services qui étaient par des entreprises privées. Ces 2 éléments-là sont arrivés au 20e siècle. Ils ont fait école pour faire en sorte que les municipalités prennent des responsabilités à l'égard du transport collectif. Et la dernière étape, c'est celle dont on parlera dans la suite, c'est la responsabilité accordée aux municipalités de prendre en charge le transport collectif local.
Qu'est-ce que le transport collectif local? Bien là, ici, certains ignorent peut-être qu'il y a un thésaurus de l'activité gouvernementale au Québec. C'est notre dictionnaire de notre gouvernement. Donc, le transport collectif, c'est un moyen de transport. Train, autobus, bateau, avion, véhicule, vélo multiplace, on peut en nommer un grand nombre, qui offre des services de déplacement à des usagers, qui sont des passagers ou des voyageurs, mais ce ne sont pas ces passagers ou ces voyageurs qui assurent la marche du véhicule. Donc, c'est une définition très large, multiforme. On réussit à peu près tous à y loger. Lorsqu'on n'est pas en automobile solo, c'est évidemment là que le transport, le covoiturage prend sa place dans le vocabulaire du transport collectif. C'est là que la location d'autos à multi-clients, les autos partagées prennent aussi leur place. Donc, cette définition-là, vous pouvez l'invoquer. Elle est un décret linguistique du gouvernement du Québec. En transport collectif, de quoi parle-t-on? Je vais prendre quelques minutes sur cette diapo. D'abord, on a transport collectif, cet élément-là qui est apparu au 21e siècle, sous la responsabilité de municipalité. Il décrit une offre de service où des véhicules circulent sur un territoire, des passagers usagers ou des usagers peuvent devenir des passagers. Ça peut être sur horaire ou pas sur horaire. Généralement, c'est propriété d'entreprises privées, ces véhicules-là, mais ils sont à contrat avec des entités publiques. C'est le terme générique, mais il y a des activités de transport collectif qui logent strictement dans ce vocabulaire-là et pas dans les autres. Les autres éléments, transport interurbain privé, je vous en ai parlé, ils peuvent être mis à contribution de transport collectif local ou régional. Je pense par exemple à Transdev, qui a des arrêts monter, descendre sur un parcours qui est totalement sur votre territoire, sur le territoire de la Montérégie. Je pense à Keolis-Orléans qui fait des arrêts sur le parcours de la péninsule gaspésienne. Je pense à Intercar qui fait le tour du lac Saint-Jean. Donc, ils peuvent le faire en vertu de leur permis, mais ils peuvent aussi le faire dans le cadre d'entente avec des organismes de transport collectif. Transport adapté, c'est notre ancêtre, bientôt 50 ans. C'est du transport pour personnes ayant été admises en reconnaissance de besoins spécifiques. Ce transport adapté-là, il est offert historiquement, strictement à des personnes handicapées. Maintenant, handicapées admises. Maintenant, on y met quelquefois dans les véhicules de transport adapté des clientèles non handicapées pour permettre un mélange du transport collectif et du transport adapté. Ce sont des organisations qui quelquefois sont indépendantes du transport collectif, quelquefois sont fusionnées. Et ce transport adapté-là, il est universellement appliqué sur le territoire québécois, dans les grands centres par les sociétés de transport, dans les centres moins denses, par des municipalités, par des regroupements de municipalités, par des MRC, et c'est multiforme. La caractéristique, c'est qu'il n'y a pas accès qui veut, il faut être admis selon une politique d'admissibilité. Ça coûte 100 millions au gouvernement du Québec, le transport adapté au Québec, et chaque déplacement coûte cher parce que, évidemment, il est sous contrainte, il est porte-à-porte, il est souvent individuel. Donc, le programme d'aide exige que ce ne soit pas ouvert à tous, mais bien seulement à ceux qui ont des limitations qui sont descrites dans la politique d'admissibilité du transport adapté du Québec. Transport rémunéré de personnes, on le sait maintenant, c'est un acronyme TRTA qui remplace le TAXI. Donc, la forme Uber qui a été développée avec des applications technologiques sur le territoire urbanisé, Québec-Montréal principalement à l'origine, ces services-là peuvent maintenant être produits en lieu et place des anciens titulaires de permis, par des personnes inscrites à la Société d'assurance automobile comme conducteurs, par des véhicules inscrits à la Société d'assurance automobile comme véhicules autorisés, accrédités, et ces personnes-là peuvent offrir des services sur le territoire. C'est à vitesse variable, ça dépend d'une certaine technologie, il doit y avoir du traçage à partir d'une géolocalisation permanente des véhicules. On voit apparaître des organismes de transport collectif et des organismes de transport adapté qui contractent avec des individus automobiles inscrits à la Société d'assurance auto comme transport rémunéré de personnes, et on les voit maintenant apparaître comme des fournisseurs pour soutenir des déplacements. Mode hybride, autonome, commercialement, mais pas autant que des taxis l'étaient,
très varié entre les grandes villes, les périphéries, parce que, évidemment, Uber, avec son application qu'on est capable d'utiliser sur tous nos cellulaires et sur un tas d'affaires, ben, il n'offre pas le service de match à Memphremagog, à Saint-Georges-de-Beauce, à Baie-Saint-Paul, à Charlevoix. Donc là, c'est encore à vitesse variable. L'accompagnement de transport, ben, c'est à quelque part entre le taxi et le transport collectif. C'est une épicerie, par exemple, qui peut décider d'offrir à ses clients du village voisin de venir gratuitement à faire l'épicerie le mardi, au moment où il n'y a pas beaucoup de clients. Le transport est généralement pas rémunéré par les passagers. C'est fréquent dans la forme entre amis. Offrons-nous un service de transport pour que nos 8 enfants aillent dans une activité commune de judo à quelque part, à distance très éloignée. Donc, l'accompagnement de transport n'existe pas dans la réglementation. Il est présumé être toujours gratuit pour le passager et il se développe au gré de leaders sur les territoires qui peuvent l'offrir. Il est à peu près impossible d'utiliser l'accompagnement de transport dans le transport collectif. Oh, là, je viens de me mêler. Je viens de vous parler du transport communautaire. Accompagnement de transport, centre d'action bénévole, c'est le transport dans le domaine de la santé qui est financé par l'État québécois dans une politique de maintien à domicile pour les aînés, surtout. Donc, c'est un bénévole qui, avec son auto, reçoit une commande d'un centre d'action bénévole pour aller chercher M. X à sa résidence le matin, l'amener à l'hôpital, l'accompagner souvent aux soins qu'il va recevoir, sur le retour arrêté à la pharmacie. Donc, ce transport bénévole et d'accompagnement-là, c'est vraiment dans le cadre d'un programme ministère de la Santé. Transport communautaire, c'est ce que je viens de vous raconter comme étant les initiatives diverses. Transport par des employeurs multiformes. J'ai des exemples innombrables d'entreprises qui font du recrutement à 60 km, 80 km du site de travail. Ils embauchent 4-5 travailleurs dans des groupes qu'ils souhaitent avoir dans la même ville. Je donne par exemple, qui n'est pas sur votre territoire et c'est sciemment, une entreprise importante à Lillet, donc près de Saint-Jean-Port-Joli, qui recrute à Lévis. Ils recrutent des blocs de travailleurs là et lorsqu'ils ont 6 travailleurs, il y en a un qui est responsable d'une automobile achetée par l'entreprise et le transport aller le matin, retour le soir est fait collaborativement. Les employés ne sont pas supposés payer pour ça. Dans certains cas, ça pourrait être un avantage imposable. C'est débattu, mais ce n'est pas encore établi que c'est un avantage imposable. Transport scolaire, ben là, on est dans la pyramide ministère de l'Éducation. Et ce sont nos 8500 autobus jaunes, évidemment, autobus et minibus, pouvant être utilisés sous contrainte dans le transport collectif, mais difficilement sur la règle qu'une personne adulte qui entre régulièrement en contact avec des enfants, le centre de service scolaire ou l'école doit s'assurer des antécédents judiciaires de cette personne adulte-là. C'est applicable pour les concierges, c'est applicable pour des enseignants, mais c'est aussi applicable pour des conducteurs d'autobus d'écoliers et des passagers qui monteraient régulièrement à bord d'un autobus scolaire pour profiter du fait qu'ils travaillent à côté de l'école puis il y a un autobus qui passe devant chez lui. Finalement, le covoiturage multiforme avec plateforme, occasionnel, régulier, peut être coordonné par une organisation ou pas, peut être fait très librement. Et là, vous voyez des déclinaisons de toute nature sur tous les territoires. L'objectif, c'est de le rendre possible parce qu'on sait que beaucoup de gens apprécient combler les places disponibles dans leur véhicule lorsqu'ils se déplacent, générer un certain revenu pour le faire. Voici la pyramide de responsabilisation du transport collectif au Québec. C'est vrai pour le transport écolier avec les commissions scolaires, c'est vrai pour les sociétés de transport. Ici, je vais limiter la description de mon exemple au transport collectif régional. Donc, c'est la loi sur les transports, donc la ligne dorée en haut, par le gouvernement du Québec qui permet aux municipalités de prendre en charge le transport collectif sur leur territoire.
Par ailleurs, 20 articles plus loin, la même loi oblige les municipalités à mettre sur pied un service de transport adapté. Donc, il y a des choix politiques là, qui sont faits dans la législation et dans la réglementation et dans les programmes d'aide pour faire en sorte que l'État guide, dirige, planifie, soutienne la mobilité collective sur les territoires. L'étape suivante, c'est une prise en charge régionale. Certains d'entre vous êtes probablement des élus, êtes peut-être des gestionnaires dans des organisations qui sont fiduciaires du droit ou du pouvoir d'élus régionaux. Donc, c'est une prise en charge régionale, obligatoirement par des élus, donc par une structure municipale ou MRC ou multimunicipale. Et cet organisme-là, c'est lui qui doit, cet étage-là, c'est le porteur de la vision du développement de la mobilité sur son territoire. Si nos élus prennent leurs responsabilités, puis s'ils font des propositions d'offres, il va y avoir de la demande. S'ils ont un certain intérêt à expérimenter des choses nouvelles, ça va pouvoir se faire. Mais c'est cette prise en charge régionale-là qui est responsable de publier un règlement d'organisation du transport collectif et de le faire adopter par le ministre des Transports. En fait, ils doivent le déposer au ministre des Transports et les professionnels au ministère examinent si le règlement d'organisation du transport est bien conforme, s'il ne va pas en dehors des territoires ou s'il ne concurrence pas des entités déjà existantes, mais en même temps, ce règlement-là, qui est un engagement public, qui doit être publié par les municipalités, par les MRC ou par les organismes sur le territoire, c'est l'outil d'information à caractère juridique que l'on peut invoquer quand on veut du développement de services. À la gestion, ce sont les deux pattes dans des organisations comme certaines d'entre vous qui doivent organiser la vision prise par les élus régionaux et qui mettent sur pied une structure, qui vont en appel d'offres, qui vont faire de la publicité, qui vont fixer la tarification. Donc, c'est le staff qui produit le transport collectif sur les territoires et le transport adapté. La prestation, ce sont des transporteurs qui produisent du kilométrage, qui se promènent avec des véhicules et qui sont soumis à un contrat ou à l'autorité de l'organisme de gestion qui elle-même est soumise à l'entité de prise en charge régionale. L'élément qui nous reste, c'est l'utilisation, c'est l'affaire sur laquelle on a zéro pouvoir. On ne peut qu'inciter, qu'encourager, que convaincre, que démontrer, qu'être utile à, et c'est l'objet de la suite de ma présentation. 48-18, ça vaut la peine qu'on le regarde, même si ce n'est pas un cours de droit, une municipalité, ici on l'appelle locale parce qu'une municipalité régionale en termes de droit est une somme de municipalités locales, donc une municipalité locale, des municipalités locales par entente entre elles, des municipalités locales à l'intérieur du MRC, avec des MRC qui ont des ententes entre elles, peut par règlement, je vous ai parlé du règlement d'organisation tantôt, nos copies doivent être transmises au ministre, organiser un service de transport en commun de personnes sur le territoire de la municipalité et s'assurer d'une liaison avec des points situés à l'extérieur de ce territoire. Le règlement doit prescrire le service projeté. Tout ce qui organise du transport collectif, là, dans la pyramide que je vous ai décrite, elle n'a dans la loi aucun espèce de lien avec les motifs de déplacement. Ce que la loi sur les transports nous amène à faire, c'est dans une structure municipale, par règlement, on organise un service qui va assurer des liaisons sur des points situés, sur des points entre eux sur le territoire ou sur des points du territoire jusqu'à l'extérieur de celui-ci, et on doit décrire le service. Ça, c'est le premier choc culturel dont il faut prendre connaissance. La loi et le cadre légal et les programmes d'aide du ministère des Transports du Québec dans lesquels on organise le transport collectif, c'est un droit technique de produire un service et ça n'a aucun lien dans le cadre juridique avec les motifs de déplacement que toutes vos organisations peuvent revendiquer, soutenir, légitimer, produire. La loi sur les transports, elle est technique et elle permet de construire une route avec de l'asphalte, mais elle ne guide jamais l'organisation à être utile à un chantier, un projet, une municipalité, une mobilité ou une autre. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a deux univers une fois qu'on produit des services. Il y a l'univers de la production, puis il y a l'univers de l'utilisation, qui, elle, et là c'est mon point d'interrogation en bas à droite, qui, elle, reflète les besoins, les objectifs, les motivations,
le vocabulaire de l'intégration, le vocabulaire de l'environnement, le vocabulaire alors que notre pyramide en haut nous amène à une structure ultra technique qui est un outil de production. Il nous faut dorénavant, nous, comme collectivité, définir à quoi ça va servir. Pourtant, il y a donc des budgets, il y a de la volonté, il y a des réussites, il y a des clientèles existantes, il y a des gens engagés, mais on n'a pas l'impression que le terme mobilité durable s'applique vraiment à ce que l'on propose à nos citoyens en transport collectif à ce moment-ci. Voici pourquoi. Parce que toutes les pyramides que je vous ai décrites tout à l'heure, éducation, j'aurais pu parler de tourisme, on peut parler de transport adapté, on parle de transport collectif, on parle d'industrie du taxi, tout ça loge dans des pyramides. Mais ces pyramides-là, elles n'ont qu'une faible capacité de travailler en collaboration avec la pyramide voisine. Il y a donc un cadre légal et un financement qui induit des biais dans la manière dont on produit nos déplacements, dont on les organise, et ces biais-là, on doit s'en affranchir. Il faut être conscient que quand on se parle d'une organisation à l'autre, d'un territoire à l'autre, bien, on fait intervenir des pyramides, et c'est compliqué que nos pyramides se parlent ensemble à tous les niveaux. Je change un peu de ton, j'ai fait le bout un peu dramatique de la chose. Maintenant, allons-y dans un vocabulaire plus mobilité durable qui est le motif d'aujourd'hui. Donc, convenons que la mobilité durable peut être une composante du développement durable et que ce dernier agit via 3 piliers qui sont le social, l'économie et l'écologie. Donc, le transport devrait être un moyen, le transport collectif devrait être un moyen de soutenir ces 3 enjeux-là si on veut qu'il agisse optimalement dans un discours de développement durable. Donc, dans une perspective de développement durable, le transport collectif voulu n'est pas que le fait d'opérer des autobus sur horaire. C'est le fait d'être pertinent à une collectivité. Grosse commande, quand je mets en une diapo toutes les attentes que vous pouvez avoir à l'égard du transport collectif, on veut qu'il soutienne l'intégration des démunis, des aînés, des personnes handicapées, des immigrants. On veut qu'il aide à l'emploi, à la santé, à l'éducation, au loisir. On veut qu'il soutienne le développement des entreprises, du tourisme et généralement la vitalité des territoires, le développement social dans son ensemble. On veut limiter la charge environnementale, on veut réduire la congestion routière, on veut être efficace, convivial, intégré. Il faudrait y travailler à bord. On a des exemples dans le territoire d'Exo où beaucoup de clients matin, soir, ils travaillent à bord. On veut que ce soit sécuritaire, disponible partout, gratuit, que le chauffeur soit affable, toujours à l'heure. Donc, ce n'est pas les attentes qui manquent par rapport à une structure qui est purement technique. Donc, le défi, c'est notre imagination et notre implication. Je vous ai parlé tout à l'heure de biais. Il y en a 3. Là, ceux qui étaient au congrès de la FQM vendredi dernier, je m'en excuse, mais c'est les 3 mêmes. Donc, le premier biais, c'est des silos territoriaux et sectoriels. Bon. Moi, je suis en transport écolier, donc je ne peux pas faire du transport collectif. Moi, je suis en transport adapté, je ne peux pas faire du transport écolier. Moi, je suis en Donc, il y a des... Moi, je soutiens du transport pour des travailleurs d'usine, donc je ne suis pas quelqu'un qui doit me responsabiliser par rapport à la mobilité des citoyens. Donc, une fois qu'on est dans un silo sectoriel, c'est un défi d'imagination que d'en sortir. Une fois qu'on est dans des silos territoriaux, c'est un défi légal d'en sortir. Donc, premier défi, premier biais, s'interroger sur notre capacité et notre volonté déterminée de combattre l'existence de ces 2 natures de silos-là. Les silos, ils sont renforcés par un autre biais, c'est le biais des programmes. Il y a des programmes qui sont contraignants, qui ont des accès limités, qui sont multiples. Il y a 2 programmes du ministère des Transports du Québec. En fait, il y en a plus que 2, mais il y en a 2 qui sont strictement techniques et qui soutiennent la production de mise en place d'organismes tels que je vous en ai décrit depuis tantôt et qui permettent que des déplacements soient réalisés. Point. Ces programmes-là, ils viennent, l'année 2022 vient de voir apparaître un programme de 3 ans. Il y avait un agenda électoral du gouvernement du Québec. Le ministère se faisait reprocher d'avoir des programmes d'aide annuels qui ne permettaient pas à nos organismes de budgéter long terme. Donc, c'est nouveau. On vient d'avoir un programme de 3 ans, 22, 23, 24. Mais il y a aussi des programmes thématiques, des programmes
de domaines d'intérêt, pour la santé, pour l'intégration, pour les aînés. Et ça, ces programmes-là, ils sont génériques, mais peuvent servir aussi à des enjeux de transport. Leur défi qu'ils nous imposent en transport, c'est que ces programmes-là, qui sont des programmes de mission, d'objectifs sociaux collectifs communautaires, ils ont des durées limitées. Donc, il est difficile de mettre ensemble des programmes qui sont soutien technique à la production d'une offre et qui lui est répété, et des programmes qui sont sur des missions qui peuvent générer des revenus ou des subventions à des organismes de transport collectif, mais qui ont des durées limitées et des missions très spécifiques. Donc, ça exige que nos autorités régionales soient alertes elles-mêmes pour permettre de faire profiter de programmes occasionnels. Et le dernier programme occasionnel dont je peux vous parler, c'est le programme qui a été lancé il y a quelques mois à travers MADA, un programme qui pourrait avoir des impacts importants à long terme, mais qui était pour une durée tellement limitée qu'on n'a pas ou peu d'organismes qui ont réussi à en tirer avantage. Et l'existant comme un résultat, c'est le troisième biais. Beaucoup de gens qui sont invités à réfléchir au transport collectif, qui sont invités à collaborer au développement d'un projet, d'une vision quelconque, ils nous répondent « Oui, mais il y en existe un service, là. Pourquoi les gens ne le prennent pas? Moi, organisez-vous pour que les services existants soient remplis. Après ça, on pourra parler d'en développer d'autres. » Donc, c'est ce que j'appelle l'existant comme un résultat, mais je pense que comme porteur de mission, de vocation, de chantiers sociaux, communautaires, éducatifs, santé, vous n'avez probablement pas envie de considérer que l'existant est un résultat satisfaisant, même s'il y a des ressources en quantité importante, puis même s'il y a des offres, ces ressources-là, elles sont en quantité finie, elles ne sont pas infinies. Je m'inscris dans le vocabulaire de la mobilité durable en disant, si l'existant est un point de départ et non une fin en soi, il faut, à partir de l'offre existante, développer de nouvelles clientèles, c'est-à-dire interpeller de nouvelles clientèles par des offres spécifiques. Jusqu'à maintenant oubliées ou négligées, il y a des clientèles qui sont totalement ignorées par les propositions d'offres de mobilité collective. Il faut le faire dans des démarches compétentes et collaboratives. Ce sont mes pyramides qui doivent se parler. Et ça doit être à la recherche d'une contribution accrue au social, à l'environnement et à l'économie. Je reviens à ma notion de développement durable. Donc, l'existant n'est pas un point final. Les clientèles ne sont pas toutes sensibilisées, intéressées. Elles n'ont pas toutes une proposition intelligente. Certaines clientèles se plaignent que le transport collectif ne s'applique pas, ne s'offre pas à eux, mais des clientèles n'ont même pas envie de s'en plaindre tellement elles ignorent qu'elles pourraient avoir une offre si on y travaille. 3 pistes à explorer. Il me reste quelques minutes. Donc, soutenir le loisir des jeunes et des aînés. Et là, si j'étais tout seul avec une gang de chums, je dirais que j'ai fumé un joint, là, mais je ne pourrais pas vous dire ça là. Vous ne me connaissez pas assez et je ne vous connais pas assez. Mais donc, si on veut imaginer des propositions nouvelles, l'univers du loisir des jeunes et du loisir des aînés en est vraiment un secteur d'intérêt. Il y a des organismes de transport collectif au Québec qui sont les organisateurs des contrats de transport autobus scolaire ou minibus scolaire pour les loisirs, les camps municipaux de jeunes. C'est déjà fait dans certains endroits. C'est même pas imaginé dans d'autres. Donc, les déplacements à des fins de loisirs, ben, c'est en dehors des heures de service dits réguliers. Ce n'est pas le 8 à 4, 5 jours semaine. Donc, ça nous permet d'imaginer l'éclatement des périmètres d'offres. Ça nous permet d'imaginer les terrains de jeu, les camps de jour, les spectacles en plein air, l'animation festivalière, les sites patrimoniaux, les randonnées dans les boisés, des excursions sur les lacs. On peut imaginer des services sur mesure par rapport à des clientèles qui ont des besoins de loisirs ou par rapport à des activités ou lieux qui peuvent être des lieux de loisirs. C'est deux manières d'attaquer le problème. Une proposition dynamique, quelle que soit la couleur du véhicule, sa grosseur, une proposition dynamique générera de l'offre.
générera de l'achalandage interne à moyen terme, augmentera la fréquentation et peut-être même l'habitude d'usage. Les aînés sont des habitués du transport collectif parce que beaucoup d'aînés profitent des santé. Les jeunes sont habitués au transport collectif parce que beaucoup profitent du transport par autobus écolier. Donc, ils n'ont pas de résistance en soi à se faire proposer des déplacements en véhicules de transport collectif. Les services de navette pour les citoyens locaux, pourquoi ils sont seulement pour le stationnement incitatif des attractions, mais pas pour nos citoyens? Puisque c'est épars sur le territoire, ça peut être bidirectionnel, éviter les retours à vide, ça peut varier d'une semaine à l'autre, d'une saison à l'autre. Ben oui, ça exige du travail, ça exige de la collaboration, ça exige une approche de développement, mais il y a du potentiel inouï là pour une offre en transport rémunéré de personnes, pour une offre en minibus utilisé sur du transport collectif en dehors des heures. Et ça permet que l'organisation responsable du transport collectif sur le territoire se mette en mode soutien au développement de jeunes et d'aînés par un bloc loisir. Soutenir l'accueil d'une clientèle touristique de court séjour. Un touriste peut-il aller chez vous sans automobile? La réponse est fort probablement non, presque tout le temps. Peut-on chez vous visiter des attractions, être hébergé, consommer sans avoir d'automobile quand on n'est pas un résident du territoire? La réponse est probablement non. Pourtant, les acteurs touristiques sont expérimentés dans le fait de collaborer, de développer des forfaits, de proposer des tout inclus, leur langage de packager. On fait des forfaits pour des clientèles japonaises qui vont venir au chute Niagara et au chute Montmorency dans la même semaine avec de l'avion, de l'autobus, mais on ne propose pas d'activités collectives de tourisme à nos citoyens locaux qui rendraient bien service à nos attractions, à nos lieux d'hébergement, à nos parcs thématiques. Donc, on peut imaginer une collaboration là. C'est aussi souvent en dehors des heures de pointe. C'est un tout nouveau domaine. On a été habitué au tourisme en autocar à du packaging de luxe. Pourquoi ne pas l'essayer avec une autre déclinaison plus locale, plus souple? C'est un univers de partenariat qui fait que votre région devient une destination. Vous pourriez tout naturellement cibler des clientèles de la banlieue urbanisée sud de Montréal ou de la centralité Montréal, ou d'un territoire chez vous à un autre territoire chez vous, dans un axe plus circulaire, plus pendulaire. Donc, ça valorise votre région, ça vous positionne en site d'accueil, ça contribue à votre économie régionale. Chez vous, là, il y a des hôtels qui font de la publicité à temps plein sur le marché montréalais ou québécois. Il y a des attractions qui font de la publicité à temps plein, mais ils font de la promotion sur des clientèles qui peuvent venir uniquement, généralement, uniquement en automobile. Il y a des partenariats innombrables possibles avec ça. Et je vous donne à contresens des commentaires qu'on a eus dans toutes les régions du Québec cet été. Des Québécois n'ont pas acheté de billets aériens à rabais à 500$ parce qu'il n'y avait pas de capacité d'accueil local ni d'automobile à louer. Le maire de Sept-Îles déplore ça, le maire de Chibougamau déplore ça, les îles de la Madeleine déplorent ça, la péninsule gaspésienne déplore ça. Bien, voici un exemple extrême, moins pertinent pour vous ce matin, mais voici un exemple extrême de « et si on faisait du packaging pour amener des touristes dans un rayon de 100 km chez nous pour des activités légères, souples, fréquentes, de week-end ou de longs congés. » L'Alliance de l'industrie touristique, là, qui réunit tous les acteurs là, de la promotion et du développement de produits touristiques, ont déposé une plateforme électorale dans le cadre des élections 2022. Il y a 6 recommandations. Il y a une recommandation qui s'appelle « Répartir la fréquentation sur tout le territoire québécois ». Ça se lit comme suit: « Assurer l'accès simplifié aux régions du Québec pour les touristes locaux et internationaux en favorisant la mobilité durable et l'intermodalité des moyens de transport. » C'est la réponse du collectif représentant toute l'industrie touristique du Québec à mon idée, à ma lubie, que vous développiez cette mobilité touristique pour aller chez vous. Et l'Alliance, elle, va un peu plus loin sur la préservation de l'accès au territoire des espaces naturels publics qui constituent en eux-mêmes une attraction, mais où, et on le voit, on l'a vu dans beaucoup de reportages, et où l'accès trop nombreux en automobile a eu des impacts au cours de la dernière année.
Et là, je n'ai pas parlé, ni dans le loisir, ni dans le tourisme, de soutenir le transport collectif. On soutient l'accès au loisir, l'accès au tourisme, et ici, on soutient les employeurs, d'une part, et l'employabilité des travailleurs, d'autre part, dans ce concept-ci. L'intégration à l'emploi des immigrants temporaires ou non, ou l'intégration des emplois tout court. L'intégration dans la communauté des nouveaux citoyens qui sont là pour le motif travail, ça exige un partenariat ouvert avec les employeurs. Ils sont plutôt ouverts à des solutions nouvelles ces années-ci, bien que les entreprises importantes sont un peu réticentes à signer des ententes à moyen long terme avec des organisations relevant d'autorités municipales. Ces deux bêtes qui ne sont pas de même nature, elles ont des cadres de collaboration qu'il faut examiner, mais je suis convaincu qu'il est possible d'universaliser, là le terme est trop large, mais d'élargir l'utilisation du transport de travailleurs pour développer des services en boucle qui vont relier plusieurs points. Parce qu'actuellement, mon exemple de Lillet, l'automobile, elle sert 49 minutes le matin et 49 minutes le soir. Il pourrait y avoir des boucles de transport faites avec d'autres partenaires sur le territoire de Lillet ou fait le soir avec un tel véhicule s'il y a un partenariat public dans la région de Lévis. Donc ici, là, il faut juste, encore une fois, briser le cadre et se demander comment on peut faire plus ou faire différemment avec des morceaux qui actuellement sont faits isolément. Les employeurs le font de manière autonome. Les automobiles qu'ils fournissent sont dans des stationnements de l'entreprise ou du domicile 95% du temps. C'est une nouvelle capacité. Pour accroître la durabilité de notre mobilité collective, expérimentons avec compétence à partir de l'existant, faire un pas à la fois dans une vision long terme, combattre les retours à vie dans les rendant utiles, soutenir la mixité des clientèles, des motifs, des parcours en boucle, donc fonctionnels. C'est une manière complexe mais différente de réfléchir l'offre à nos citoyens par motif en travaillant avec finesse sur les contraintes. La mobilité durable au service exclusif de l'utilisateur actuel, ça doit arrêter. Ne pas faire du transport collectif une activité en soi, mais un outil collectif pour le développement de l'ensemble de la communauté. Si la mobilité durable est de faire ce que l'on fait déjà, mais de le faire avec des véhicules électriques, qu'avons-nous amélioré en termes de développement durable selon nos 3 axes généraux, planétaires, nationaux, territoriaux, locaux, régionaux, que sont l'écologie, l'économie et le social? Merci beaucoup. J'inviterais maintenant, avant d'avoir Lambert qui nous décrit là, le projet J'arrive, donc Aline Berthe, si tu veux nous présenter un peu Voyager futé. Je te laisse présenter. Oui, merci. Lambert avait commencé sa présentation avec la présentation. Ouais, je vais partager. Attends. Je vais partager juste mon écran. Je voulais. Est-ce que vous le voyez bien? C'est parfait. OK, génial. D'abord, moi, je voulais juste remercier Judith et le CRUD de la Montérégie de nous avoir invités à présenter ce projet. On va un petit peu plus dans le concret, mais c'est génial parce que la présentation de Romain a fait une superbe introduction pour une solution de mobilité, justement, c'est ça, un petit peu plus concrète. Mais avant toute chose, moi, je fais la présentation au nom des centres de gestion des déplacements métropolitains, les CGD métropolitains, qui regroupent, ici, on voit les logos MOBA, Voyager futé et le centre de gestion des déplacements de l'Est de Montréal et de la Naudière. Donc, on s'est dit que ça valait le coup de nous introduire avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet et le projet J'arrive. Donc, je laisse la parole à la directrice générale de Voyager futé et de CGD EML, Aline Berthe. Merci beaucoup, Lambert. Tout le monde m'entend bien? Oui. Parfait. Mais merci beaucoup, Romain. J'ai beaucoup apprécié cette remise à niveau pour ma part qui vient de France. Là, j'ai eu la totalité du portrait. C'est très utile quand on veut agir. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup aussi d'idées et de perches tendues à la Montérégie pour ces améliorations. Donc, ça donne aussi espoir que toutes les personnes qui assistent, en tout cas, vont avoir ça dans leur portefeuille d'idées. Et probablement qu'avec le Conseil régional de l'environnement, avec vous, avec des acteurs comme nous, on va pouvoir
accompagner et aider en ce sens. Alors, les centres de gestion des déplacements sont mandatés par le ministère des Transports. On reçoit ce fameux financement dont vous parliez, Romain, qui est sur 3 ans à partir de cette année. Et ce financement nous permet d'agir pour stimuler et concrétiser la mise en place d'actions en mobilité durable en offrant des services conseils aux organisations et aux collectivités. Donc, les centres de gestion et déplacement, nous sommes 3 dans la région métropolitaine, c'est les CGD métropolitains. Mais en fait, nous sommes mandatés à travers tout le Québec. Il y a un centre de gestion des déplacements dans chaque région qui est attribué. Donc, n'importe quelle organisation, n'importe quelle collectivité a un centre de gestion des déplacements qui est attribué. Si vous ne savez pas où est le vôtre, vous pouvez aller sur le site Internet de l'Association des centres de gestion des déplacements du Québec, donc acgdq.com. Et si vous hésitez, n'hésitez pas à nous écrire. Je suis aussi présidente de l'Association des centres de gestion et déplacements, puis on va pouvoir vous aider pour vous aiguiller. Donc, c'est ça, nous sommes financés au niveau de la région métropolitaine, également aussi par l'ARTM, l'Autorité régionale de transport métropolitain, notamment pour la sensibilisation à la mobilité durable des organisations comme des institutions ou des entreprises. Et sur l'île de Montréal, encore plus spécifiquement, nous sommes mandatés par le service de développement économique parce que c'est un enjeu crucial dans la pénurie de main-d'œuvre actuelle. Mais de façon générale et globale, on ne veut pas spécifiquement qu'une manufacture soit au cœur des secteurs résidentiels. Et en même temps, il faut qu'il y ait des gens qui puissent s'y déplacer. Donc, il y a tout ce contexte dans lequel on baigne les CGD métropolitains en parfaite harmonie. Alors, le territoire est séparé en 3, mais on agit vraiment, comme je dis, en parfaite harmonie. Donc, n'hésitez pas à nous contacter un des 3. On a aussi un site Internet, cgd-métropolitain.com, sur lequel vous avez toutes nos coordonnées en cliquant sur les territoires. Si besoin. Puis, si vous ne savez pas si vous êtes sur la limite ou quoi, vous inquiétez pas, on se parle. On n'est pas en concurrence, on est vraiment en complémentarité. Et donc, nos actions, on parlait des 3 piliers tantôt avec le développement durable et finalement la mobilité durable en fait partie. Donc, on voit de plus en plus des organisations, des municipalités vouloir s'engager dans le développement durable. Ils ont des plans de développement durable. Alors, c'est sûr que ça, c'est une action vraiment concrète que d'inciter à la mobilité durable vos employés, vos citoyens. Donc, ça réduit concrètement les gaz à effet de serre que d'agir en ce sens. Au Québec, on se souviendra que 43% des émissions proviennent du transport. Tantôt, je vous parlais d'accessibilité des lieux d'emploi. Évidemment, plus vous offrez des options de transport, des fois, il s'agit de postes manufacturiers, comme j'en parlais, puis on veut acheter local, donc on veut que nos manufactures soient en santé. Et en même temps, pour que le personnel se déplace, si les salaires ne sont pas autant concurrentiels qu'on le voudrait, avec la possibilité d'acheter une auto, le transport en commun les rend complètement captifs pour aller au travail. Donc, trouver des alternatives à l'auto solo est comme indispensable dans plusieurs cas. Et si on ne met pas des actions concrètes en place, on se retrouve avec des difficultés d'embauche. Donc, c'est pour ça qu'accessibilité et ressources humaines sont très, très liées. Ce qui est très intéressant aussi pour beaucoup d'entre vous, je pense, qui sont en santé, vous pouvez savoir que bien-être et productivité sont liés à mobilité durable. Nous, de notre côté, on a énormément de données à travers tout le Québec grâce à nos sondages sur les habitudes de déplacement des personnes. Puis on les a questionnés sur leur motivation, leur stress, leur fatigue, leur productivité. Et tout ça offre des résultats extraordinaires. C'est comme des 20% de différence entre quelqu'un qui utilise la mobilité durable et notamment le transport actif parce que ça nous met en santé, mais qui n'a pas couru après son autobus. En tout cas, j'en suis la première. Donc, le transport actif inclut en partie le transport collectif. Et finalement, engagement et image corporative, je veux simplement vous signifier que prochainement, il va y avoir le prix leader en mobilité durable. Donc, c'est le 20 octobre. Ça va se passer au centre-ville de Montréal, mais c'est vraiment pour récompenser les organisations, les projets en mobilité durable dans
le territoire des CGD métropolitains. Donc, vous êtes cordialement invités à voter en ce moment pour le prix du public, le prix coup de cœur. Il y a 17 projets, donc n'hésitez pas à aller sur notre site Internet pour voter là-dessus. Et en fait, vous allez être inspirés, là encore, comme on l'a été inspiré tantôt par Romain, par toutes sortes d'initiatives inspirantes. Mais là, il va y avoir des projets concrets et on va remettre des prix. Alors, nous travaillons en très étroite collaboration avec les conseils régionaux de l'environnement. Donc, encore merci Judith pour cette invitation, c'est très apprécié. On est plusieurs petites équipes comme ça à agir en mobilité durable, donc on essaie vraiment de se serrer les coudes pour être très complémentaires. Et on agit avec évidemment les organisations qui font l'offre en transport, parce que c'est pas nous qui allons construire la piste cyclable ni conduire l'autobus, mais bien les sociétés de transport qui vont planifier, qui vont intervenir autour de la table avec les organisations, les municipalités. Si c'est à Montréal, il y a les Bixi, les communautés. On a des ententes très privilégiées aussi avec chacun d'entre eux. Donc, des fois, pour les organisations, c'est difficile d'aller savoir à quelle personne elle doit parler. Les centres de gestion des déplacements sont vraiment là comme des relais pour vous et des mises en lien. Alors, tous ces partenaires font partie de notre écosystème très proche. Et sinon, nous, on a des clientèles très variées. Je dirais pour la rive sud, notamment la ville de Brossard qui avait fait affaire avec nous pour faire un plan de gestion des déplacements qui permet à leurs employés de se déplacer autrement et de les inciter. Toutes sortes d'entreprises aussi, passées et actuelles, notamment avec le réseau de transport de Longueuil. On avait fait des diagnostics sur chacun des grands secteurs industriels pour transmettre les besoins de ces entreprises. Puis les institutions, elles sont très présentes en ce moment dans notre clientèle aussi. Tous les SUS, les CIS, le CIS Montérégie Centre actuellement est en cours de plan de gestion des déplacements en ce moment. Puis les cégep sont très actifs. Puis le cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a même eu le prix leader l'année dernière. Donc, des très belles actions qui sont inspirantes en Montérégie. Puis pour le défi sans auto solo qui a eu lieu la semaine dernière, la Montérégie a participé en force aussi. Donc, un bravo à cette région qui se démarque de plus en plus et qui a toutes sortes de potentiels, dont celui du covoiturage. Puis c'est là que je passe la parole à Lambert pour vous expliquer ce qui se passe dans les Laurentides, mais qui pourrait très bien se passer aussi en Montérégie. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a nos coordonnées à la fin si vous avez des questions. Merci, merci Aline. Donc oui, abordons le programme J'arrive. C'est le programme de covoiturage des Laurentides, officiellement depuis maintenant une semaine, parce qu'on vient tout juste de lancer le programme, donc c'est chaud. Mais comme Aline le mentionne, c'est tout à fait un projet qu'on souhaite exporter dans d'autres régions du Québec, notamment la Montérégie. Donc, je vais passer ici. Les partenaires du projet, il y en a plusieurs. En fait, ce projet-là, si on retourne aux origines, c'est nous, MOBA, les centres de gestion des déplacements, qui avions fait une analyse de service pour TACL, Transport adapté et collectif des Laurentides. On voit le logo ici. Au terme de cette analyse de service-là, on avait recommandé de mettre en place un programme de covoiturage pour l'ensemble des Laurentides. La raison pour laquelle on avait recommandé ça, c'est que il y a plusieurs plateformes de covoiturage qui font du jumelage entre les conducteurs et les passagers. Mais tellement que l'offre de covoiturage est un peu diluée. Dans le fond, on n'arrive pas à obtenir une masse critique de covoitureurs qui en ferait une option de transport intéressante. Parce que justement, c'est ça. Plus on a de plateformes, plus on a une dilution des possibilités de jumelage, donc moins on en a. Donc, c'est un petit peu ça. L'origine du projet, puis aussi évidemment de fournir une alternative, une offre complémentaire à l'offre actuelle de transport en commun dans les Laurentides.
Donc, TACL a développé des partenariats avec 5 MRC, la MRC d'Antoine Labelle au nord dans les Hautes-Laurentides, la MRC d'Argenteuil, la MRC des Laurentides, la MRC des Pays d'en haut et la MRC de la Rivière-du-Nord pour mettre en place un programme de covoiturage dans cet immense territoire là, de près de 20 000 km², puis qui regroupe aussi une population d'environ 300 000 personnes. Ils se sont adjoints aussi au service de TACA, le transport adapté et collectif d'Antoine Labelle, c'est le service de transport de la MRC d'Antoine Labelle. Et ils ont obtenu un financement du FOR, le financement de rayonnement des régions du MAMACH, donc du gouvernement du Québec. Donc voilà, comme je disais, c'est sur les origines du projet, c'est né d'une volonté de développer la mobilité, de trouver des moyens complémentaires aux infrastructures lourdes comme les circuits d'autobus. Romain en a parlé aussi, là, la deuxième volonté, c'était de dépasser les contraintes des zonages des MRC, donc de briser ces silos-là. Et de stimuler les options pour se rendre dans les Laurentides à partir d'autres régions. Romain a aussi abordé ce point-là quand il parlait de soutenir l'accueil d'une clientèle touristique de court séjour. Donc, tout ça résulte en une résolution pour adopter une solution de covoiturage commune aux 5 MRC. Ça s'est fait dès 2019, mais le projet a été retardé pour des raisons qu'on connaît. C'était pas évident de lancer un programme de covoiturage en pleine pandémie, puis de regrouper des inconnus dans une voiture. Donc là, on a entendu, puis on a enfin, on a cru bon lancer la plateforme en septembre ce mois-ci. Pourquoi septembre? Parce que souvent, c'est le moment où les gens adoptent des nouvelles habitudes de déplacement, donc on voulait vraiment maximiser un transfert modal de l'auto-solo vers le covoiturage. Donc, notre pari, c'était de remplir les véhicules dans les Laurentides, mais ça, c'est des données qui se comparent à pas mal toutes les régions du Québec. Là, près de 90% des gens se déplacent seuls en voiture. En moyenne, il y a 1,1 personne seulement, donc en moyenne environ 1 personne par voiture, alors qu'elles ont presque toutes été conçues pour 5. Donc c'est vraiment ça qu'on voulait. Remplir les places vides dans les véhicules, d'offrir une solution de mobilité supplémentaire, de répondre à un besoin exprimé par les citoyens et les employeurs. Il y a beaucoup d'organisations dans les Laurentides qui ont, comme partout ailleurs, des enjeux de recrutement, de rétention, de pénurie de main-d'œuvre, des enjeux de stationnement aussi, notamment à Saint-Jérôme. On voulait aussi réduire les gaz à effet de serre, réduire la congestion dans les principaux corridors routiers, puis faire un pas de plus vers l'économie de partage. Donc, au départ de notre projet, on avait identifié des facteurs clés de succès pour ce programme de covoiturage. Le premier, c'était d'offrir des incitatifs aux covoitureurs, essentiellement de fournir un prix réduit pour les passagers qui seraient alignés au prix du transport collectif, d'offrir des remboursements généreux aux conducteurs qui ne proviendraient pas seulement du passager, mais qui proviendraient aussi de la subvention qu'on avait obtenue du gouvernement du Québec. Deuxième facteur de succès qu'on a identifié, c'est de développer un plan de communication efficace pour que justement cette information-là sur les citoyens, sur les incitatifs, se rende jusqu'aux citoyens. Donc, une bonne campagne marketing. Et finalement, de mettre à profit les différents services des MRC. C'est sûr qu'il y avait une complexité dans ce projet-là parce que ça regroupe 5 MRC avec des enjeux différents, avec des niveaux de densité différents, qui ont des priorités différentes. Mais ce qu'on voulait, c'est vraiment mettre à profit tous les services, tous les acteurs pertinents dans les différents services de ces MRC-là. Ce qu'on a quand même bien réussi à faire, j'estime. Donc, pour les incitatifs financiers au covoiturage,
voici la modélisation qu'on a élaborée, la modélisation de ces incitatifs-là sur laquelle on s'est entendu. Le prix du passager et du conducteur, c'est calculé automatiquement grâce au traçage GPS sur la plateforme que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ça, tout le calcul du remboursement et le transfert d'argent est fait automatiquement directement sur la plateforme. Donc, l'argent passe pas par les mains des MRC ou des municipalités participantes. Donc, voici ce qu'on a fixé. Donc, pour un trajet de covoiturage entre 0 et 50 km, le passager paie 5 $ et le conducteur reçoit une partie du prix du passager, 5 $ moins quelques frais liés au traçage GPS, plus une indemnité kilométrique de 25 sous par kilomètre. Donc, c'est un prix variable, mais ça peut aller de 5 à 75 jusqu'à 15 et 75 pour un trajet entre 0 et 50 km. Pour un trajet entre 50 km et 100 km, le passager paie 10 $. Le conducteur reçoit entre 19 et 27 $. Et pour un trajet de plus de 100 km, le passager paie 15 $ et le conducteur reçoit 30 $. Et ça, c'est pour tous les trajets de covoiturage effectués avec un point d'origine ou un point de destination dans les Laurentides. Donc, même des trajets qui sortiraient des Laurentides ou des trajets vers les Laurentides. Par contre, il a fallu qu'on plafonne le remboursement au conducteur en fonction de la limite légale là, pour un service de transport qui est considéré non rémunéré selon la loi, qui est pour l'instant fixé à 54 sous le kilomètre. Mais sinon, le conducteur reçoit ces tarifs-là multipliés par le nombre de passagers qui embarquent dans sa voiture. Donc, la plateforme qu'on a choisi d'utiliser, c'est Netlift. Il y a eu quelques étapes qui nous ont mené à ce choix-là. Donc, c'est la plateforme qui effectue les jumelages et traite les remboursements. Donc, d'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a obtenu un financement du FAR, comme je le disais. On a formé un comité de pilotage qui est toujours en vigueur, là, qui est formé des 5 MRC et de nous, de MOBA. Plus précisément, c'est formé de la MRC d'Argenteuil, la MRC de la Rivière-du-Nord, TACAL, donc le service de transport de la MRC d'Antoine Labelle, et TACL, le service de transport qui représente la MRC des Laurentides et la MRC des Pays d'en haut, en plus de nous. On a publié un appel d'intérêt le 17 mars 2022 pour un projet de plateforme de covoiturage commune. La raison pour laquelle on a publié un appel d'intérêt sur SEAO plutôt que seulement aller en appel d'offres sur invitation, par exemple, c'est parce que les solutions qui font du jumelage de covoiturage, il y en a plusieurs. C'est souvent des startups, puis ça pullule un petit peu à tous les ans. Donc, on voulait avoir une idée claire de l'écosystème, même si on en connaissait quelques-unes, Recab, Netlift, Monlift. Mais on voulait aussi voir s'il n'y avait pas d'autres joueurs qui pourraient développer la technologie. Donc, c'est pour ça qu'on est allé en appel d'intérêt. Et finalement, on a choisi Netlift au terme du processus. On a reçu quelques propositions, on a rencontré les fournisseurs, puis on est allé de l'avant avec Netlift parce que c'est vraiment eux qui avaient la meilleure compréhension puis la meilleure vision aussi pour le mandat. Donc ensuite, de concert avec Netlift et le comité de pilotage de projet, on a défini les paramètres de projet et on a élaboré un plan de communication en prévision du lancement avec des petits messages porteurs. Donc là, en ce moment, c'est vraiment, on est là, on diffuse les messages par nos différentes plateformes. On a un compte Facebook, un compte Instagram de projet qui s'appelle J'arrive Laurentide. Donc, je vous invite à aller aimer les pages si c'est pas déjà fait. Mais aussi, c'est ça, en les rediffusant, on a établi des
déplacement, on a demandé à des partenaires relayeurs des chambres de commerce de relayer l'information. Donc voilà, c'est ça. En ce moment, le mot circule. Donc, je vais juste prendre le temps quand même de vous expliquer le fonctionnement du programme, mais aussi de la plateforme, là, les fonctionnalités de la plateforme. C'est sûr que je le fais sous le nom des CGD métropolitains. Je travaille pas pour Netlift, donc on n'a pas développé cette plateforme-là, mais je vais le faire au meilleur de mes connaissances. Soyez indulgents. Donc là, l'application de Netlift, comme n'importe quelle autre application, se télécharge par l'App Store ou par Android. Et une fois téléchargé, pour entrer dans le programme, on s'inscrit en choisissant le programme J'arrive. Donc, on met nos informations. Une fois que c'est fait, on peut publier des trajets. Donc, on indique que si on publie le trajet en tant que passager ou en tant que conducteur, le point de départ, le point d'arrivée, le nombre de places requises ou le nombre de places disponibles si on est conducteur, l'heure de départ, l'heure d'arrivée souhaitée. Si on a besoin d'un retour, si c'est un trajet récurrent aussi, donc on peut l'indiquer. Si par exemple c'est pour des déplacements quotidiens, des déplacements domicile-travail, on peut avoir un covoiturage récurrent jour après jour. Donc c'est pas seulement pour le covoiturage spontané. Et ensuite, on a des options de jumelage qui sont basées pas seulement, on n'a pas seulement des options pour des covoitureurs qui partiraient du même point d'origine. Ils peuvent être sur notre trajet, donc ça peut nécessiter un petit détour à partir de notre trajet, en autant que ça soit dans un buffer autour des corridors routiers qu'on emprunterait. Donc voilà, on choisit nos jumelages. On a aussi une messagerie. Donc on peut écrire à nos covoitureurs. Et on a un portefeuille virtuel qui compile tous nos remboursements ou l'argent à payer. Donc tout ça est sur la plateforme. Donc c'est assez facile à utiliser. Maintenant, ce qu'on cherche c'est que les utilisateurs publient le plus de trajets possible. Donc, au niveau des étapes de notre projet, on a identifié 3 grandes phases. Là, on avait la phase préparatoire qui était de juin à septembre, au cours de laquelle, comme j'ai dit, on a défini des paramètres, on a élaboré un plan de communication, fixé nos incitatifs, etc. Là, on est vraiment dans la phase de déploiement du projet qui va de septembre jusqu'à juin 2023. Donc, là, on est dans le cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet pilote d'une durée d'environ 1 an. Donc, nous, ce qu'on va vouloir après, dans notre phase finale de mai à juin 2023, c'est pérenniser la démarche. La faire rayonner, montrer nos résultats, faire la démonstration que le covoiturage, c'est pas cher à financer, que par trajet, par personne, par kilomètre, c'est très avantageux si on le compare au transport en commun. Parce que c'est ça, le covoiturage, ça tombe pas dans une petite case de financement. Donc là, pour l'instant, il faut faire un petit peu de gymnastique dans nos demandes de financement. Mais ce qu'on va vouloir, c'est faciliter cette représentation-là politique avec des données qui montrent que le covoiturage, c'est avantageux, c'est une solution efficace pour des milieux moins denses, notamment. Donc, voilà pour les 3 étapes. La phase de déploiement actuelle, on l'a divisé en 2. Là. En ce moment, on est vraiment dans le lancement auprès des citoyens, donc dans nos communications plus générales. On va vouloir aussi, dans une deuxième phase 2B, stimuler la participation des employeurs. Comme je disais, il y a des employeurs qui ont des enjeux de stationnement, qui ont des difficultés de recrutement. Donc, on va vouloir que les organisations des Laurentides emboîtent le pas, qu'elles fassent la promotion du programme à l'interne, qu'elles fournissent des cases de stationnement réservées aux utilisateurs de la plateforme, idéalement près des entrées. Donc vous voyez, on essaie de stimuler la participation des grands générateurs de déplacement.
notamment, juste pour en nommer quelques-uns, le Cégep de Saint-Jérôme, le CIS des Laurentides, le campus de l'Université du Québec en Outaouais à Saint-Jérôme, le Centre collégial de Mont-Tremblant. Donc, il y a plein d'organisations qui sont en ce moment très intéressées pour lesquelles on va vouloir développer un programme de covoiturage plus spécifique. Et puis, aussi, ce qu'on va vouloir à la fin, c'est exporter ce projet-là. C'est un projet pilote, mais on pense qu'il y a un bon potentiel pour être reproduit ailleurs. Donc, voilà, c'est tout. C'était assez court. On est dans les temps, je pense. C'est magnifique. Merci beaucoup, Lambert. En fait, moi, je voulais vous garder peut-être quelques minutes juste pour vous présenter un peu en fait, 2 projets que le CREA Montérégie fait en mobilité et qui amène un peu, qui a des liens vraiment avec tout ce qui vous a été présenté. Donc, Embarque Montérégie, qui a été vraiment le premier projet du CREA Montérégie en mobilité durable. Donc, projet qui a été lancé en 2018, puis qu'on espère vraiment avoir continué du financement avec Hydro-Québec qui pourrait nous donner le financement pour la parfaire, pour l'améliorer, pour amener des nouvelles applications là, à notre plateforme. Donc, ce projet-là, il y a 3 grands chapeaux. Comme vous pouvez voir, on a une plateforme embarquemontérégie.ca. Donc, on se rend compte qu'en Montérégie, ben justement, il y a tellement de silos, il y a tellement de territoires, il y a tellement d'offres qui est morcelée qu'on essaie de tout la ramener sur une seule plateforme afin qu'un utilisateur qui voudrait justement partir de Rougemont puis s'en aller à la prairie n'ait pas peut-être qu'il y a d'autres alternatives qu'être seul dans le trafic de la 10, par exemple. Donc, on essaie de vraiment tout mettre là. Donc, on attend cette année, on espère pouvoir mettre tout ça à jour et peut-être d'une façon plus conviviale. Il y a aussi, Lambert parlait du problème de covoiturage avec plusieurs plateformes. Donc, nous, on n'a pas décidé d'en faire une nouvelle, mais on a mis un agrégateur. Donc, on est comme le Google, c'est du transport en Montérégie. Ce qui veut dire, dans une application de covoiturage, on peut marquer notre trajet recherché et ça va chercher s'il y a des trajets sur les 4 applications. Donc, après, c'est sûr, les 4 autres plateformes. Donc, c'est sûr qu'après, il faut aller sur cette plateforme-là, mais au moins, les utilisateurs ont une meilleure vision en un clic, là, une recherche de voir si leur déplacement est affiché à quelque part. Tout ça vient aussi avec une campagne de sensibilisation. Donc, ce webinaire fait partie aussi d'un ensemble de solutions ou de sensibilisation à la mobilité durable sur le territoire. Puis l'autre chose, c'est le stationnement pour les covoiturages. Donc, on essaie vraiment de faire un réseau de stationnement qui est dédié au covoiturage pour avoir des endroits de stationnement qui sont publics. Donc, on parlait aussi là, tantôt de, ben, tu sais, j'embarque avec un monsieur, je ne sais pas trop, mais un endroit public qui est sécuritaire, qui est éclairé là, pour ces moments peut-être qu'on est moins sûr dans la rencontre d'un étranger. Avoir un stationnement qui est légal aussi, donc ce n'est pas à vos risques d'être remorqué dans le stationnement du Tim Hortons, mais bien à une place qui est légal de laisser sa voiture. Puis, donc, on travaille beaucoup avec les municipalités pour bâtir ce réseau-là, qui est présentement très développé là, dans la vallée du Richelieu. Merci à toutes les municipalités là, qui travaillent. Puis, on a aussi, par exemple, avec Chambly, Saint-Jean-sur-Richelieu, on est en train de créer un bel axe. Puis ça, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que pour le covoiturage, ben, dans un grand territoire comme la Montérégie, un des obstacles, c'est le temps de transport. Donc, de demander au conducteur de sortir de la route principale sur son chemin du travail, de faire le détour de 20 minutes au chemin du 3e rang, en plein milieu d'une route campagnarde, bien, ça allonge son trajet de 30 à 40 minutes. Donc, notre idée, c'est de créer un stationnement que les personnes sur le 3e rang peuvent venir avec leur voiture proche de la grande route. Donc, faire un petit déplacement en auto-solo, puis faire la majorité en covoiturage.
Et ça, après, bien, on a la voiture pour aller chercher les enfants, la garderie, de passer à l'épicerie, etc. Donc, c'est un projet qui est quand même très clé en main pour les municipalités. Puis, ça offre une belle visibilité comme quoi on encourage le covoiturage. Puis, notre autre projet que je voulais parler, c'est le stationnement éco-responsable, qui est de repenser le stationnement pour inclure des aménagements exemplaires en mobilité durable, gestion de l'eau et des aménagements de verdure pour la lutte aux îlots de chaleur. Puis ça, c'est de repenser le stationnement. On travaille justement avec les CGD pour repenser un peu, est-ce qu'on a des problèmes de stationnement? Est-ce qu'il y a d'autres façons de venir au travail? Puis ça, j'aimerais aussi dire, avoir un rack à vélo qui est dans le coin, qui est tout plein de fils d'araignée jamais utilisés, ça donne pas le goût. Mais d'avoir une belle installation de vélo à chaque fois qu'on rentre travailler, puis de faire c'est vrai, j'ai ça, moi, un vélo à quelque part dans mon garage. Et à chaque jour, se faire remémorer, mais c'est quelque chose qui est quand même puissant là, de voir les gens, nos collègues sortir de l'autobus à chaque matin, sourire parce qu'ils ont eu le temps de commencer leur journée puis de parler ensemble. Donc, c'est des choses à ne pas oublier que vous avez aussi un pouvoir d'amener la mobilité durable et d'y donner une belle vitrine chaque jour. Donc, oui, Aline Berthe. Allez, je sais pas ta main. Oui, excuse-moi. En fait, je levais la main aussi avec l'autre projet, le covoiturage. De plus en plus aussi, il va y avoir des voies réservées pour le covoiturage qui vont vraiment inciter à aller plus vite que nos collègues seuls dans leur auto dans les embouteillages. Puis, il y a quand même les travaux du pont-tunnel. C'est le pont-tunnel est vieux et ils sont en train de le réparer. Ça s'en vient. L'échéance est sous peu. Donc, je ne sais pas si parmi vous aussi, il y en a qui ont des enjeux à ce niveau-là. Le ministère des Transports nous a mandaté, Voyager Futé, pour créer un comité de suivi. Pour les entreprises qui ont ces enjeux-là, voir comment les mesures de mitigation peuvent mieux leur répondre. Donc, en collaboration avec la Chambre de commerce et de l'industrie de la Rive-Sud, dans 2 semaines, il va y avoir un comité de suivi qui va se tenir. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas aussi à nous écrire. On a créé une adresse courriel, puis ça sera utile probablement, j'embarque pour la partie covoiturage. Ça me ferait plaisir d'être là, effectivement. Puis, pour finir, je veux juste dire merci en fait à nos partenaires financiers, donc Climat de changement, qui est un projet qui est à travers le Québec, là, dans tous les conseils régionaux de l'environnement,